So very good afternoon. Bonjour à toutes et à tous. Je vous félicite d'être présent aujourd'hui pour participer à ce webinaire intitulé Les jeunes en Europe et en particulier en France pendant la crise de Covid-19. Comme intervenant de cette séance, nous avons avec nous le directeur des relations internationales de Sciences Po Bordeaux, France, Monsieur Ludovic Renard. Bonjour Ludovic. Bonjour Dipa. Voilà, donc la thématique, bien entendu, est d'une actualité mondiale et brûlante, mais tandis que nous connaissons bien notre situation en Inde, les détails du monde français nous échappent des fois. Donc, nous sommes très heureux d'avoir Ludovic avec nous aujourd'hui, qui nous parlera des jeunes en France face au Covid-19. Mais avant de commencer, je profite de cette occasion de présenter notre cher intervenant. Docteur en sciences politiques, Ludovic Renard a commencé sa carrière en Pologne aux années 90 à l'université de Silésie à Katowice. Il a ensuite dirigé le master journalisme à l'Institut d'études politiques de Bordeaux où il était responsable du programme binational franco-marocain de Sciences Po Bordeaux. Depuis 10 ans, il est directeur des relations internationales de Sciences Po Bordeaux, France. Ses centres d'intérêt sont l'éducation et la coopération internationale, le journalisme, la théorie politique, ainsi que la théorie sociologique du gouvernement français. Et au cas où je n'inclus pas des détails importants sur Ludovic, j'invite Ludovic à se présenter un petit peu s'il y a des détails que je n'ai pas mentionnés. Merci Ludovic, à toi maintenant. Merci cher Dipa, merci cher professeur. Je suis vraiment très honoré de l'invitation que vous m'avez adressée et je suis très heureux de parler à l'ensemble de vos étudiants francophones et aussi des enseignants. J'ai eu l'occasion de venir à Amity, de découvrir Jaipur lors d'une conférence internationale que tu avais organisée, Dipa, et j'ai vraiment grandement apprécié l'accueil et la qualité de ce qui est proposé à Jaipur, à Amity, pour des jeunes francophones, que ce soit par la coopération française, mais que ce soit par votre université. Voilà, c'est vraiment… je participe à ce webinaire vraiment parce que nous avons des liens de qualité. Nous vous faisons confiance en vous envoyant des étudiants français qui veulent découvrir ce que c'est qu'étudier en Inde. Nous accueillons vos étudiants et j'espère que notre coopération se développera dans le futur. Tout à fait, Ludovic. Voilà, donc je ne vais rien rajouter sur ma trajectoire, ma biographie. Tu as dit tout à fait l'essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, les personnes qui sont là, comme tu l'as dit, s'intéressent à ce qui se passe en France, bien sûr, puisque cette pandémie est mondiale, et plus particulièrement à la façon dont elle affecte les jeunes adultes, les étudiants, bien sûr, mais pas seulement les étudiants, l'ensemble des jeunes en France. Et donc, je vous propose en une trentaine de minutes de vous donner des informations et au-delà de proposer une réflexion sur les conséquences que peuvent avoir le Covid sur les jeunes adultes en France. Merci Ludovic. Voilà. Donc, la question qui va se poser en France, à travers laquelle on va essayer d'analyser tout ce qui se passe pour les jeunes, c'est la question de la création d'une génération Covid. Ce qui intéresse les sociologues, les experts, les politologues,
c'est de savoir si, à travers les expériences que vivent actuellement les jeunes adultes en France, ces expériences vont durablement les marquer, et si donc on parlera pendant longtemps, encore une fois, d'une génération Covid liée à cette pandémie. Donc ça, c'est la principale question que je vais aborder. Pour introduire cette question, je vais rappeler des paroles qu'a prononcées notre président de la République, Emmanuel Macron, le 14 octobre dernier, à la télévision française, sur la chaîne publique. Il a déclaré « C'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, a-t-il dit. Donc, je ne donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Donc, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Pourquoi c'est une phrase qui marque les esprits en France? Parce que tous les Français éduqués connaissent une citation d'un intellectuel français, un philosophe du XXe siècle, engagé pendant longtemps auprès du Parti communiste français, qui s'appelle Paul Nizan et qui est mort en 1940 lors de la Deuxième Guerre mondiale dans la poche de Dunkerque. Il est mort au combat. Et c'est une figure en France de ce qu'on appelle les intellectuels engagés, c'est-à-dire de ces penseurs qui ont défendu un certain nombre de combats. Peut-être vous connaissez Sartre, Aron, tout ce qui s'est passé, Émile Zola, dans le cadre de l'affaire Dreyfus, etc. Donc, tous ceux qui s'intéressent à la culture française et à la littérature française, à la pensée, s'y reconnaîtront. Donc, Paul Nizan, il a écrit un roman qui s'appelle donc Eden Arabi, et la phrase que connaissent tous les Français, c'est la phrase introductive de ce roman qui dit « J'avais 20 ans, je ne laisserai jamais dire que c'est le plus bel âge de la vie ». Donc tous les Français connaissent ça, j'avais 20 ans, je ne laisserai jamais dire que c'est le plus bel âge de la vie. On a beaucoup fait de dissertations sur ce sujet, on fait beaucoup réfléchir au lycée, au collège et pourquoi pas à l'université, les jeunes sur cette phrase-là. Et bien sûr, Emmanuel Macron, le 14 octobre, quand il a dit « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 », c'est un lettré, c'est quelqu'un qui connaît les lettres, qui a étudié. Et donc, bien sûr, il savait que ça allait faire écho à cette phrase, encore une fois, que nous connaissons bien. Donc, pourquoi Emmanuel Macron parle à la jeunesse et a prononcé cette phrase? C'est parce qu'il y a la conscience que, bien sûr, les jeunes ne meurent pas en France du Covid, ou très, très, très peu par rapport au reste de la population. Malheureusement, en France, aujourd'hui, on a passé le cap des 100 000 décès liés au Covid depuis un an. Donc 100 000 à l'échelle de l'Inde, bien sûr, ce n'est pas très important, mais en France, c'est important. 100 000 décès, je vous rappelle que la population française, c'est 57 millions d'habitants, qu'une cohorte de jeunes, c'est 800 000 personnes. Les jeunes en France, chaque année, il y a environ 800 000 naissances en France. Donc, vous voyez, 100 000 décès, c'est quand même important. Donc, il y a l'idée qu'effectivement, il peut y avoir une génération sacrifiée. Et pour vous dire à quel point ce sujet maintenant préoccupe le président de la République et le gouvernement, alors bien sûr, il y aura des élections en 2022, donc il est évident qu'Emmanuel Macron, qui peut se représenter, sera également jugé sur la façon dont il a traité la crise du Covid. Eh bien, Emmanuel Macron, il a très récemment, le 14 mars dernier, il a pris la parole sur un média qui n'est pas véritablement un média au sens de la presse traditionnelle, qui est une plateforme qui s'appelle Twitch. Alors Twitch, je ne sais pas, parmi nos jeunes auditeurs, il y a sûrement des jeunes qui le connaissent, puisque en fait Twitch, c'est une sorte de YouTube, mais de YouTube pour les gamers, c'est-à-dire pour ceux qui jouent en ligne, qui font des jeux, qui commentent des jeux et des vidéos de jeux. On peut soi-même mettre en ligne des vidéos un petit peu sur le modèle de YouTube.
c'est quelque chose qui marche très bien puisque, en fait, ça marche si bien que Amazon a racheté la plateforme il y a maintenant quelques années. Eh bien, Emmanuel Macron, il sait que les jeunes, ils n'écoutent pas forcément le journal, ils lisent pas forcément la presse. Donc, il a voulu s'adresser à eux et il a accepté. Il y a un journaliste qui fait des interviews des hommes politiques depuis peu sur cette plateforme qui s'appelle Twitch. Et donc, Emmanuel Macron est allé s'adresser aux jeunes, à ceux qui ne s'informent pas sur la politique, pour leur expliquer comment son gouvernement, le gouvernement de Jean Castex, le Premier ministre, essayait de combattre cette crise. Voilà, parce que la crainte du gouvernement, ce qui hante le gouvernement, c'est qu'il y ait le sentiment qu'il y ait une génération sacrifiée. Et depuis quelques mois, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures pour répondre aux inquiétudes des jeunes, en particulier ceux qui recherchent un emploi. Donc, on a mis en place des mesures pour développer l'apprentissage. Pour les étudiants, ont été mis en place des repas à moins de 3 euros. On a donné des subventions pour les centres régionaux qui s'occupent des œuvres sociales et universitaires, les fameux Crous. En France, on a donné des primes. On a fait un plan jeunes solutions pour les aider pour les stages. Bref, on a donné priorité aux jeunes, c'est-à-dire à ceux qui ont moins de 24 ans, 25 ans ou 26 ans selon les mesures. On a même actuellement un débat en France, qui est un débat qui revient de manière récurrente, sur ce qu'on appelle le revenu de solidarité active, le RSA. C'est un revenu, c'est une sorte de filet social, de revenu minimum d'insertion ou de vie que l'on donne à partir de 25 ans aux personnes qui sont sans ressources. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'État-providence français et le fait que la société française considère que ceux qui n'ont pas d'opportunité pour travailler, qui sont sans ressources, la société doit leur fournir un minimum de ressources. Alors, c'est assez modeste, c'est de l'ordre de 564 euros par mois, mais c'est à partir de 25 ans. Jusqu'ici, les gouvernements n'ont pas voulu l'étendre avant 25 ans, estimant que à partir de 16 ans, voire de 14 ans, de 16 ans et de 18 ans, ce qui devait primer, c'était la recherche d'une qualification et d'un emploi. Eh bien, aujourd'hui, il y a un débat en France pour une partie du pays, des formations politiques en France souhaiteraient que ce RSA, ce revenu de solidarité active, soit versé dès 18 ans. Alors, pour l'instant, le gouvernement, il n'y a pas de majorité au Parlement en faveur de cette mesure, mais c'est véritablement quelque chose qui est à l'agenda de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. De manière générale, qu'est-ce qu'on dit sur les jeunes depuis la crise sur le Covid? Alors, il y a un discours qui est un petit peu ambivalent, puisque les jeunes, par une partie de la population, on le verra, sont accusés d'être un petit peu irresponsables. Alors moi, il se trouve que j'ai un fils de 18 ans, une fille de 16 ans, donc je vois bien quelles sont leurs pratiques et quelles sont leurs habitudes. Et c'est vrai que s'agissant des gestes barrières, comme l'expression française, les gestes barrières, s'agissant des recommandations en matière de protection sanitaire, ils ne font peut-être pas tout ce que le civisme leur demanderait de faire. Mais en même temps, toute la population française est consciente que cette jeunesse souffre. Et par exemple, les enquêtes qui sont menées montrent qu'un jeune sur deux présente des symptômes dépressifs. Et 3 jeunes sur 4 ont un niveau de stress qui est assez élevé. Donc, vous voyez,
à la fois, il y a un discours un petit peu dur à l'égard des jeunes, mais en même temps, une grande compassion de la part de la France. Alors, comment je vais faire ma présentation autour de cette question d'une génération Covid et d'un clivage qui pourrait y avoir en France entre les générations. Il faut savoir qu'en France, quand les sociologues étudient la jeunesse, l'habitude, le réflexe, la norme un petit peu académique, c'est toujours de les penser en comparaison avec les plus anciens. Donc, quand on étudie les jeunes, on va les comparer avec les générations précédentes, avec leurs aînés, pour montrer les différences et les singularités qu'il peut y avoir entre ces différentes générations. Et la tentation en France, c'est toujours de voir un clivage générationnel ou une fracture générationnelle. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme ça qu'on a l'habitude de concevoir et de voir les choses. Donc, la question que je vais poser, une des questions, c'est est-ce qu'on peut parler de clivage générationnel aujourd'hui entre les jeunes et les plus aînés en raison du Covid? C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une génération Covid? Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que mènent les jeunes, est-ce qu'il y a on pourra parler d'une génération Covid? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'abord, il faut se demander si les jeunes constituent une catégorie homogène et si aujourd'hui, les jeunes attendent quelque chose de particulier de la société, de la politique, etc. Et là, je prendrai un exemple, qui est l'exemple de l'écologie. Aujourd'hui, ce qui caractérise les jeunes dans leur rapport à la politique, c'est d'une part l'abstention. Les jeunes ne participent pas ou ils ne participent pas comme on participe classiquement à la vie politique ou comme le faisaient leurs aînés. Et quand ils le font à travers sur de nouvelles thématiques, notamment l'écologie, ou à travers un certain nombre de protestations et de critiques qui sont assez radicales à l'égard du système politique. Et puis, troisième question, je finirai par véritablement la réponse à la question posée d'une génération sacrifiée Covid en reprenant un certain nombre aujourd'hui d'éléments, d'expériences qui font penser que dans une certaine mesure, oui, il y aura une génération Covid, mais que si on compare avec les générations qui ont été marquées par des crises, par des guerres, etc., on se rend compte que dans le temps, finalement, les effets de l'époque, les effets de la crise vont s'atténuer. Voilà donc une réflexion en 3 temps pour occuper cette présentation. Alors, première question, conflit ou fracture? Est-ce qu'il y a un conflit, une fracture entre les jeunes et leurs aînés? La réponse à cette question, encore une fois, c'est une question qui est traditionnelle, mais la réponse aujourd'hui, c'est de dire que non, on va plutôt considérer qu'il n'y a pas de fracture, qu'il n'y a pas de clivage, mais que les jeunes expriment de manière différente leur rapport à la société, mais sans qu'il y ait véritablement de clivage. Alors pourquoi quand même en France, on a classiquement cette idée du clivage ou de la fracture? C'est parce que, et en tant qu'enseignant, moi j'ai enseigné ça en sociologie à plusieurs générations d'étudiants, en France, les sciences sociales ont distingué une génération dite sacrifiée, désenchantée, bien avant de parler du Covid, parce qu'on l'a opposée à une génération privilégiée, à une génération dorée, qui est en France ce qu'on appelle les baby boomers. Alors aujourd'hui, les jeunes appellent ça les boomers, non plus les baby boomers, mais les boomers. C'est-à-dire cette fameuse génération, celle de mes parents, en fait, qui est née dans l'immédiate après-guerre en France, donc à partir des années 45, 50, jusqu'à 60, celle qui a fait mai 68, voilà. Cette génération est une génération que l'on dit dorée, privilégiée. Pourquoi? Parce qu'elle a connu une ascension sociale très forte. On a créé de la croissance en France, on a créé des emplois qualifiés,
et on a éduqué massivement des générations qui jusque-là n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur. Voilà. Et donc, ces gens, ces personnes, la génération de mes parents, moi aujourd'hui j'ai bientôt 49 ans, hein, donc ce sont des gens qui ont 65 ans, voilà, à peu près ça. Hein. Ces générations-là, c'était une génération privilégiée, d'accord ? Et donc, tous ceux qui sont arrivés après cette génération-là, donc dans les années 70, avec les crises, le premier choc pétrolier, 73, 79, le deuxième choc pétrolier, les années 80, 90, etc., eh bien, on les a toujours opposés à cette génération qui était une génération privilégiée. Et donc, tous les sociologues, quand ils ont réfléchi sur les générations, eh bien, ils ont opposé ces deux types de sociétés, celle qui a connu l'ascension sociale et celle qui a connu la crise à partir des années 70 et 80. Alors, est-ce que ça suffit à faire une génération ? Ben, vous comprenez bien sûr que non, puisque entre les années 70, 80 et aujourd'hui, il s'est passé 40 ans, bien évidemment, et que si aujourd'hui, il peut y avoir une certaine forme d'opposition par rapport à cette génération-là, qui est encore d'une certaine mesure aux commandes, au pouvoir, qui fait toujours partie des élites politiques, administratives, hein, ces gens sont en train de partir à la retraite, mais ils sont quand même ils occupent toujours des positions de pouvoir et importantes dans la société, puisqu'ils ont connu cette ascension-là. Ça ne suffit pas à opposer l'ensemble des vingtenaires, trentenaires, quarantenaires à cette génération des aujourd'hui soixantenaires. Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas opposer ? Pourquoi il ne peut pas y avoir véritablement de clivage ou de fracture ? C'est parce qu'il y a des très fortes inégalités dans cette génération qui n'est pas la génération des boomers. Hein. Voilà. Donc, on les stigmatise comme étant les boomers, hein, y compris moi maintenant, je suis un boomer, hein, même si je ne suis pas un baby boomer, je ne suis pas né dans les années 50 ou 60, hein, je suis né dans les années 70. Eh bien, pourquoi il n'y a pas une génération homogène des jeunes qu'on pourrait opposer aux boomers ? Eh bien, parce que les jeunes, ce n'est pas une catégorie homogène. Il y a de très fortes inégalités. En France, elles sont, je vous le dirai, liées à la qualification et au diplôme. Hein, ça reste des inégalités d'accès au marché de l'emploi, d'accès donc à la classe moyenne, sont véritablement liées à la qualification et à l'emploi. C'est un problème structurel en France, hein, pour tout un tas de raisons dans lesquelles je pourrais revenir après si vous voulez dans les questions. Mais voilà, donc ça, il y a des inégalités très fortes dans cette classe d'âge. Et puis, même s'il y a les boomers et même si qu'on oppose aux jeunes, en fait, dans un ensemble, il y a une distance culturelle entre les générations qui n'est pas si forte que ça. Parce que, je vous le disais, par exemple, cette génération de nos aînés, elle a fait mai 68. Donc, elle s'est inscrite dans un univers d'ouverture culturelle, hein, de libéralisme culturel. Alors, dans lequel se reconnaissent les jeunes aujourd'hui, au sens les jeunes de 20 et de 25 ans. Donc finalement, entre les plus anciens et les plus jeunes, il n'y a pas tant d'écart que ça si on pense en termes de culture, hein, de culture politique, de culture sociale, hein, c'est-à-dire ce que l'on estime légitime comme type de rapports sociaux, comme type d'échange, comme valeurs, comme normes, etc. Donc, qu'on parle de la morale de la vie quotidienne, des normes sexuelles ou des choses comme ça, finalement, il n'y a pas tant d'opposition que ça. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un clivage entre les plus jeunes et les plus anciens, puisqu'ils participent d'une même culture. Et puis, enfin, l'idée qui fait qu'il n'y a pas de clivage entre les plus anciens et les plus jeunes, c'est qu'il y a des liens intergénérationnels. Hein, et que, précisément, dans des crises comme le Covid, eh bien, ces liens intergénérationnels, ils vont avoir tendance à se renforcer. Hein. Donc, voilà. Mais il n'en reste pas moins vrai
que les jeunes, aujourd'hui, au sens ceux qui ont entre 14 et 25 ans, sont marqués par des comportements qui sont particuliers. En particulier, ils sont très optimistes quant à leur vie personnelle. Quand on regarde les enquêtes, avant le Covid, c'était des jeunes qui étaient très optimistes quant à leur vie personnelle, mais très pessimistes pour la société dans laquelle ils vivent. C'est ce qu'on appelle une jeunesse de défiance. Et ça va se traduire du point de vue politique, moi, du point de vue des comportements politiques. Je suis politologue, comme l'a rappelé le professeur Dipa. Donc, ça va être marqué par le fait que les jeunes aujourd'hui ne souhaitent pas participer à la vie politique de la même façon que les anciens le faisaient, que les anciennes générations le faisaient. Donc, ça se traduit comment? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, par le vote. Le premier comportement de vote des jeunes, c'est l'abstention. Si vous prenez la dernière élection présidentielle, donc de 2017, il y a seulement un jeune sur cinq de moins de 24 ans, 18-24 ans, puisqu'en France, on peut voter à partir de 18 ans, il y a simplement un jeune sur cinq qui a voté aux 2 tours de l'élection présidentielle. D'accord? Donc, les jeunes s'abstiennent beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est différent par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Alors, les politologues appellent ça, alors nous avons ici à Sciences Po Bordeaux un spécialiste de ces questions-là, le professeur Tiberi, qui travaille beaucoup sur la jeunesse désenchantée, etc., appelle ça la citoyenneté de déférence, differential. Donc, on ne veut pas exprimer son respect, donc on a des comportements de rupture avec le système politique traditionnel. On va voir que ça conduit à un certain radicalisme des jeunes, puisque, si vous ne le savez pas encore, je vais vous le dire, quand les jeunes votent, encore une fois, ils ne votent pas beaucoup en France, quand ils votent pour les extrêmes, c'est-à-dire pour l'extrême droite ou pour l'extrême gauche. Donc les jeunes ont des comportements qui sont des comportements radicaux. Le premier vote des jeunes en France, quand ils ne votent pas, c'est le vote pour le Front National, qu'on appelle le Rassemblement National depuis quelques années, pour Madame Le Pen. Et aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les articles, il y a beaucoup d'articles qui expliquent pourquoi les jeunes gens qui, jusque-là, refusaient de voter pour le Rassemblement National parce qu'ils étaient en rupture avec leurs valeurs de fermeture, voire de xénophobie, etc., ils sont tellement désillusionnés dans leur vie personnelle par rapport à la situation du Covid, par rapport au manque de perspective, qu'ils seraient prêts à voter. On aura des élections en 2022 pour Madame Le Pen. Et on a eu dimanche dernier, dans le journal du dimanche, il y avait des enquêtes sur les différents scénarios d'opposition au second tour en 2022. Et c'est toujours Marine Le Pen qui arrive en tête au premier tour devant Emmanuel Macron. Voilà. Donc, on a pour l'instant le scénario qui se dessine, ça serait d'avoir, comme en 2017, une opposition entre Emmanuel Macron, donc La République en marche, le centre-gauche, centre-droit, si on veut, et puis donc Madame Le Pen pour l'extrême droite ou la droite extrême. Donc, les jeunes, ils ont cette culture particulière qui est une culture qui les oppose d'une certaine façon aux boomers, même s'il y a bien une convergence générationnelle entre des générations qui, depuis les années 70-80, sont marquées par la crise, et la France qui a un taux de chômage des jeunes qui est structurellement plus élevé que la plupart des pays européens, pour, encore une fois, tout un tas de raisons liées au système éducatif, liées aux valeurs des Français, etc. Donc, ils ont une culture politique particulière qui les met en retrait, d'une certaine façon, de la chose publique. Ça, de l'extérieur, ce n'est pas forcément quelque chose que vous voyez. Quand je présente ces choses-là à des collègues étrangers, ils ont le sentiment
que les jeunes en France sont très impliqués, hein, qui sont très militants, qui manifestent, que voilà. Ben, ce n'est pas la réalité. Alors bien sûr, on montre toujours les images des manifestations ou des jeunes qui se mobilisent quand, par exemple, ils relaient les combats contre le racisme suite à ce qui s'est passé, l'affaire Floyd, l'affaire Traoré en France, où là, les jeunes se mobilisent parce qu'ils veulent lutter contre le racisme, ou quand ils ont des projets de loi qui remettent en cause leur statut pour faire la sélection à l'université, par exemple, ou des choses comme ça, là, ils savent se mobiliser. Et donc, on a le sentiment que les jeunes sont très militants, ils sont très politisés, mais ça, c'est vraiment un biais médiatique, hein. Les médias rendent très visibles ces mobilisations-là, mais dans le cœur de la société, c'est beaucoup moins évident. Et puis nous, ça nous rassure en tant qu'adultes, on pense que les jeunes participent, qu'ils ont des idées, qu'ils veulent être acteurs, etc. C'est très rassurant, mais ils ne sont pas tant mobilisés que ça pour l'intérêt commun. Alors, est-ce que là, les choses vont changer avec le Covid? Est-ce que ça va les amener à une prise de conscience qui va les ramener vers la politique? Bon, tout ça, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais voilà, il faut bien avoir ça à l'esprit quand on parle des jeunes Français, hein. Voilà. Et ils ont parfois des valeurs qui sont à la limite par rapport aux anciennes générations, s'agissant de leur rapport à la démocratie, hein. Bon, la démocratie, c'est quelque chose d'essentiel. L'Inde est une immense démocratie, la France est une grande démocratie. Voilà. Et bien les jeunes, quand on les interroge, finalement, ils disent oh, la démocratie, c'est pas si important que ça. Et donc là, voilà, il y a des valeurs qui peuvent être un petit peu problématiques quand on sait la valeur, quand on enseigne à des jeunes ce que c'est que la démocratie et l'intérêt de participer. Donc voilà, sur cette question du clivage et de la fracture, encore une fois, pour résumer, les jeunes, il n'y a pas véritablement de fracture ou de clivage avec les plus anciens, en particulier les baby-boomers ou les boomers, mais ils ont quand même des comportements et une culture politique particulière. Alors, deuxième question, est-ce que ça en fait une nouvelle génération? Alors là, on peut prendre l'exemple de, comme je vous le disais, des questions liées à l'écologie, liées à l'égalité des sexes, qui seraient des questions qui sont si importantes pour les jeunes que ça les différencierait des générations précédentes qui ne se reconnaîtraient pas dans ces questions, qui ne les jugeraient pas aussi importantes. Alors pourquoi l'écologie? Comment, quand on voit qu'aujourd'hui un certain nombre de jeunes se mobilisent pour les questions écologiques ou pour ces questions de genre, d'égalité des sexes, qu'est-ce qui les motive? L'idée qu'avancent les politologues, les sociologues, c'est que cette motivation, elle répond à une crainte de l'avenir, hein. Il y a un défaut, il y a une panne de représentation de l'avenir qui fait que les jeunes vont se saisir de ces sujets sur la planète, l'avenir de la planète, sur les questions d'égalité, etc., parce que le projet politique et le projet social est problématique. Alors ça, on en a des preuves, puisque quand on regarde comment votent les jeunes, effectivement, on voit qu'ils ne se reconnaissent pas dans les forces de gouvernement. Soit ils s'abstiennent, soit ils ne votent pas pour des partis qui sont les partis qui sont au pouvoir, systématiquement des partis qui sont donc dans l'opposition. Le Rassemblement national a fait 21% des votes au premier tour en 2017 parmi les 18-24 ans, et la France insoumise, l'extrême gauche, hein, pour ceux qui connaissent le parti de Jean-Luc Mélenchon, ont fait 30% des 18-24 ans au premier tour. Et donc, d'après les sondages, les intentions de vote que l'on a vus, on repart sur un même scénario pour 2022. Alors, qu'est-ce qui séduit les jeunes là-dedans? Eh bien sûr, c'est ce qu'on appelle en France le dégagisme. Ça veut dire dégage, hein, si je dis à quelqu'un dégage, ça veut dire va-t'en, hein. Eh bien, les jeunes adhéreraient à cette idée du dégagisme, hein, c'est-à-dire on ne fait plus confiance finalement à nos élites, au système politique. Et ça, c'est à la fois parce qu'ils sont très critiques et très protestataires,
et aussi parce qu'ils sont dans cette fameuse culture horizontale, hein, c'est-à-dire que ce qu'ils vont prendre comme référence ou comme repère, c'est ce qu'ils partagent avec leur groupe de pairs, avec ceux qui leur sont semblables dans leur génération, mais qui a une sorte d'opposition par rapport aux générations qui sont plus anciennes, hein, plus aînées. Donc, c'est les relations horizontales, les relations communautaires qui les intéressent, et ils ne se reconnaissent pas dans la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne. Ces phénomènes de radicalité, ils trouvent aussi une expression chez les jeunes en France sur des terrains religieux. Hein, donc là, il y a eu des enquêtes qui ont été en France, qui remettent un petit peu en cause le modèle de la laïcité à la française, hein, le fait que en France, il y a une neutralité du pouvoir public par rapport à la religion, que la liberté de conscience prévaut à titre individuel, mais que l'État ne se mêle pas des affaires religieuses, hein, qu'elles appartiennent, voilà. Bien là, il y a une revendication de la part d'un certain nombre de communautés religieuses, catholiques, mais aussi musulmanes, d'un changement de paradigme par rapport à ça, et des enquêtes ont montré que des jeunes souhaitaient que, au nom de leurs valeurs religieuses, hein, au nom de leurs croyances, eh bien, cette neutralité, hein, cette laïcité à la française soit un petit peu remise en cause. Donc là, on a un terrain, la religion, sur lequel également la radicalité peut s'exprimer, hein, et là aussi, il faudra voir, dans le cadre de cette crise avec le Covid, si les choses sont amenées à évoluer. Est-ce que ces nouvelles valeurs, cette aspiration à l'écologie, les questions de l'égalité des sexes, les questions de l'épanouissement à travers la religion, vont amener les jeunes à se mobiliser, à créer une nouvelle génération autour de ces valeurs-là? Pour l'instant, on est obligé de répondre non, parce que, encore une fois, ça ne se traduit pas du point de vue de l'émergence de forces politiques suffisamment fortes pour restructurer l'espace partisan. Certes, en France, lors des dernières élections municipales, hein, qui ont eu l'an dernier, dans les grandes villes, les mouvements écologistes ont beaucoup gagné de voix. D'accord ? Mais ce n'était pas le fait simplement des jeunes, c'était aussi les boomers qui ont exprimé des revendications écologistes et ont souhaité un changement, une économie qui soit plus durable, etc. Ce n'était pas simplement les jeunes, c'était l'ensemble des personnes qui vivaient dans les grandes villes, hein, essentiellement, qui aspiraient à ce changement-là. On va avoir des élections régionales et départementales en France au mois de juin. Ça vient d'être confirmé par le Premier ministre hier suite à un débat au Parlement. Donc, on va voir si, au niveau des régions, hein, qui traditionnellement, les élections régionales sont des élections qui permettent aux forces écologistes d'être très présentes et de faire des coalitions avec notamment les progressistes pour emporter des régions. On va voir si ce mouvement-là se poursuit et s'il est porté par les jeunes. Mais encore une fois, aujourd'hui, quand on regarde l'analyse, les jeunes ne votent pas, ne participent pas, et quand ils participent principalement pour les extrêmes. Donc là, il est difficile de parier sur l'idée qu'il y aurait une nouvelle génération liée à ces nouvelles formes d'engagement politique. Oui, les jeunes vont faire davantage de pétitions, oui, les jeunes vont être davantage protestataires, ils vont moins voter, ils vont s'exprimer sur les réseaux sociaux beaucoup plus que leurs aînés, mais encore une fois, ça ne se traduit pas aujourd'hui dans la participation politique traditionnelle. D'où, et je vais terminer là par cette troisième question, est-ce qu'on aura quand même une génération Covid, dans le sens où ce serait une génération sacrifiée. Si je reprends mon raisonnement, je vous explique qu'on oppose toujours les générations en France, qu'il y a bien une aspiration à une création, à une nouvelle génération autour de certaines nouvelles questions politiques et sociales. Est-ce que le fait qu'il y ait une crise aujourd'hui va amener les jeunes à participer d'une nouvelle génération qui est ce qu'on appelle donc la génération sacrifiée ou génération coronavirus. Maintenant, on trouve un petit peu tous ces termes-là. Alors, y aura-t-il une génération sacrifiée
Covid. Alors, traditionnellement, à Sciences Po, on répond toujours oui, non. Hein, oui, non. On fait des plans en deux parties. Ce n'est pas des plans en trois parties où on fait oui, non et synthèse. Hein, voilà, donc oui, non. Alors, oui, il y a des arguments qui nous font dire que il y a la possibilité d'avoir une génération Covid. Parce que pour la première fois depuis longtemps, l'ensemble des jeunes, toute la catégorie des jeunes, va être touchée à des degrés divers par les difficultés d'emploi et de revenus. Donc ça va toucher l'ensemble de la jeunesse. Ça veut dire concrètement que des jeunes, au lieu d'avoir des contrats à durée déterminée, des CDI, vont avoir des contrats à durée déterminée, des CDD. Ça veut dire que ceux qui vont être employés vont avoir des salaires d'embauche qui vont être moins importants que ceux qu'ils auraient pu avoir. Ça veut dire que les taux d'insertion après le diplôme vont être moins avantageux. Hein, il y a déjà des enquêtes qui ont été menées et qui montraient que sur des jeunes qui avaient décroché leur diplôme en 2020, 55% avaient trouvé un emploi à la fin de l'année 2020, alors que les années précédentes, c'était 75% qui obtenaient un emploi. Donc là, il va y avoir quand même un ensemble de difficultés d'emploi et de revenus qui va toucher l'ensemble des jeunes. Mais, encore une fois, ce qui va marquer cette classe d'âge-là, c'est les inégalités entre les jeunes. Et là, il n'est pas certain que les choses changent beaucoup. Pourquoi? En France, ce qui fait que vous allez appartenir, avoir une trajectoire sociale ascendante ou connaître des difficultés dans l'entrée dans la vie professionnelle, dans l'entrée dans la vie adulte, c'est votre niveau de diplôme. Et principalement le fait qu'en France, sur une génération, je vous disais, de 800 000 jeunes, vous pouvez avoir 90 000 à 100 000 jeunes par an qui sont ce qu'on appelle des décrocheurs, c'est-à-dire des jeunes qui vont quitter la formation, l'éducation, sans véritable diplôme. C'est-à-dire, on estime en fait qu'ils sortent au mieux avec le brevet des collèges, hein, c'est-à-dire le niveau 3e, avant d'entrer au lycée. Eh bien, ces jeunes-là, et ça ne va pas changer, ça va être une constante hein, de la société française, ce sont ces jeunes-là qui vont être les plus affectés par le Covid. Donc, en gros, ceux qui vont être performants scolairement, qui vont avoir accès aux études, qui vont être issus de milieux familiaux qui les protègent, eh bien, eux vont avoir accès à un certain nombre d'opportunités, même si, bien sûr, encore une fois, ce ne sera peut-être pas les mêmes salaires, ce ne sera peut-être pas le même type de contrat au départ, ce qui va faire qu'il n'y aura pas véritablement de génération en tant que telle, ça va être ces oppositions à l'intérieur de la classe des jeunes, et qui sont des oppositions qui sont structurelles. Alors, il y a bien des sociologues, des politologues qui nous disent, encore une fois, oui, mais au-delà de ces oppositions, il y a une culture générale, la culture de la débrouillardise. Aujourd'hui, les jeunes vont apprendre à se débrouiller dans ce monde complexe, et tout ça, ça va faire des valeurs qui vont leur permettre d'avoir une culture commune. Ils vont se lancer dans le bio, ils vont faire du start-up, ils vont développer les filières professionnelles plutôt que les filières académiques, et ça va leur offrir du travail. Donc, tous les moyens de contourner la méritocratie scolaire, ce qu'on appelle voilà, la massification de l'enseignement et la méritocratie scolaire. Mais par rapport à ces questions-là, bon, l'analyse sociologique froide et de long terme montre qu'on peut douter de ces possibilités-là, de ces ouvertures-là. Ce serait effectivement pour le coup une révolution si, à la faveur de ce qui se passe avec le Covid, nous avions des nouvelles formes de gouvernance économique et sociale qui se mettraient en place et qui accorderaient de véritables secondes chances aux jeunes
puisque le problème en France, c'est bien celui d'accorder dans une carrière une seconde chance aux jeunes à partir du moment où ils ont été rejetés du système scolaire de manière assez rapide. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, quand on lit les articles, les enquêtes qui sont menées sur les jeunes, c'est que toutes les étapes qui conduisent à l'âge adulte sont brouillées. Encore une fois, moi je le vois à titre personnel avec des enfants qui ont 16 et 18 ans. Toutes les étapes qui marquent traditionnellement l'entrée dans l'âge adulte sont brouillées avec le Covid. Le baccalauréat. L'an dernier, mon fils a passé son baccalauréat en ligne, à distance. Le permis de conduire. On a permis pendant le Covid à ce que les jeunes puissent avoir des leçons de conduite. Enfin, les choses ont quand même été perturbées. Les stages, la rentrée dans la vie professionnelle, les possibilités de stage ont été grandement réduites. Pour les stages internationaux, je le vois moi ici à Sciences Po Bordeaux. Pour les stages en France, ça a été des stages qui ont été en ligne. Alors maintenant, les entreprises recommencent à offrir des possibilités de stage. Pour la rentrée à l'université, bien évidemment, je pourrais répondre à toutes vos questions là sur le sujet. On y est en permanence. Les choses ont quand même bien été brouillées et beaucoup de jeunes qui avaient projeté d'aller étudier à l'université sont revenus chez les parents pour étudier et donc la rupture avec le milieu familial n'a pas pu se faire comme cela a été prévu. Le premier emploi, les vacances avec les amis, les premières vacances avec les amis, loin, etc., les jeunes n'ont pas pu partir à l'étranger parce que les frontières étaient fermées, etc. Donc tout ça a conduit à des comportements, comme je le disais tout à l'heure, qui sont inquiétants en matière de dépression, en matière de stress. Donc on a parlé de désœuvrement, de distribution alimentaire, comme je vous le disais, de suicide, de mal-être, de repli sur soi. Tout ça lié au fait qu'effectivement, il y a une entrée sur le marché du travail et dans l'âge adulte qui est dégradé, qui se trouve contrarié. Donc, pour finir, l'ensemble de la population française a bien ce ressenti d'une génération sacrifiée. Ça, tout le monde a le sentiment, je le vois en tant que parent, on a tous ce sentiment que cette génération, elle aura été marquée par quelque chose de véritablement singulier. Et les jeunes le ressentent, bien évidemment. Mais cette période particulière a aussi créé plus de solidarité, dans un certain sens, qu'on ne le croit. Donc les jeunes aussi ont montré leur engagement dans la société à l'occasion de cette crise, vis-à-vis de leurs pairs, de ceux qui étaient du même âge mais plus défavorisés, ou vis-à-vis des plus anciens qui ont besoin, comme vous le savez, d'être accompagnés par rapport à la maladie, etc. Mais il restera des choses, ça c'est sûr. Un an déjà qui s'est passé, ça restera, ça marquera. Mais si on croit les économistes et les sociologues, il y a l'effet cicatrice dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, ces marques, elles vont s'estomper. Et aujourd'hui, les projections qui sont faites, c'est de dire que d'ici 4 ans, déjà, la principale marque auront, du point de vue socio-économique, se seront estompées. Ici, on peut faire référence à la crise économique qu'a connue la France dans les années, et le monde dans les années 2008-2010. Ce qu'ont montré les économistes et les sociologues, c'était au bout de 4 ans, toutes ces dégradations dont j'ai parlé sur l'entrée du marché du travail, c'était en grande partie résorbé. Il n'en reste pas moins vrai que quand on regarde, ce sera mes derniers mots, quand on regarde les enquêtes, il y avait une enquête en janvier-février, 56% des Français craignent un conflit des générations. 56, donc plus d'un Français sur 2 pense qu'il peut y avoir, à l'occasion du Covid, un conflit de génération et que les jeunes peuvent nourrir un sentiment de ressentiment à l'égard des plus anciens et des boomers. Alors ça, vous avez vu, les jeunes maintenant emploient cette expression, tais-toi boomer, ça veut dire toi tu es d'une autre époque, etc. Et ça s'est traduit sur le fait que des jeunes ont parfois mal compris qu'ils soient confinés parce qu'il fallait protéger les plus anciens. Mais là encore, les jeunes Français ont montré, jeunes Français et jeunes Françaises ont fait preuve d'une grande solidarité parce que quand on compare
le pourcentage, la part des Français qui souhaiteraient qu'on soit moins confinés, quitte à ce que ça mette en danger nos plus anciens, eh bien finalement, il n'y a pas une si grande différence entre les jeunes, 18-24, et les plus anciens. Donc voilà, les jeunes ne disent pas, bah, écoutez, moi, vous m'empêchez de vivre, vous m'empêchez de vivre ma vie de 18 ans ou de 20 ans, et donc il faut qu'on lève le confinement, etc. Non, de la même façon que des gens comme moi de 40, 50 ans, etc., ils vont dire, ben non, il faut protéger les anciens, etc. Donc on peut dire que ce tableau sombre, parfois qui peut être décrit, dépeint en termes de conflit entre les générations, eh bien, il est atténué, ce tableau sombre, par les liens intergénérationnels. Et ceux qui le manifestent le plus, peut-être, pour finir, ce sont les anciens. Parce que quand vous interrogez les anciens, hein, les fameux boomers, voire baby-boomers, eh bien, à 80, plus de 80%, ils vous disent que ceux qui resteront les plus impactés par la crise du Covid, ça restera les jeunes. Donc, les anciens montrent bien qu'ils ont compris que cette crise marquera, d'un certain point de vue, durablement les jeunes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, Merci beaucoup. En fait, tu sais, j'ai beaucoup appris. Je suis sûre que les autres ont également appris tant de choses sur la France et la jeunesse. Il y a en fait deux questions que je peux voir. Bon, la question c'est que, tu sais, en Inde, dans la maison, on habite, donc plusieurs générations cohabitent. D'accord? Donc, Oui. du coup, il y a une question de la part d'un étudiant. Il dit que comment ça se fait en ce qui concerne la solidarité familiale en ce moment de la crise de Covid-19 en France. Parce que bah, ils savent que depuis 17 ans, 18 ans, on vit séparément, donc chacun sa vie. Mais pendant cette crise, lorsqu'on tombe malade, tu vois, donc il y a des problèmes. Donc, est-ce qu'ils vivent ensemble? Comment ils se débrouillent, les jeunes? Oui. Donc, en fait, les jeunes ont dû, alors ceux qui sont à l'école, au collège, au lycée, ils ont dû, en partie, lors du premier confinement, notamment, travailler à la maison. Donc ça a été une grande contrainte, hein. C'est tous les reportages, si tes élèves et si les enseignants regardent les actualités françaises sur France 24, etc., ils regarderont, ils verront beaucoup de reportages dans lesquels on voit des familles qui apprennent à vivre ensemble, où le papa, la maman, souvent la maman, hein, doit faire son activité professionnelle, plus faire les devoirs à la maison, plus les tâches ménagères, s'occuper de la famille, etc. Donc, il y a eu, par nécessité, une solidarité qui a dû se mettre en place parce que précisément, le temps qui était un temps en dehors de la famille, le temps scolaire, bien sûr le temps universitaire, hein, pour les jeunes. Moi, j'ai beaucoup de collègues ici, les enfants, comme mon fils, ils étaient partis dans une autre ville pour étudier, et puis ils ont dû revenir chez les parents, parce que les parents, ils ne pouvaient pas payer un loyer, alors que la personne était en permanence à faire du travail à distance. Et donc, les jeunes, alors qu'ils étaient dans une phase pour avoir de l'autonomie, eh bien, ils revenaient dans la famille. Donc, il y a bien eu de la solidarité, bien sûr, très forte dans les familles, ce qui a pu poser des problèmes parce que ben, les jeunes, c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc, il y en a qui étaient en déprime parce qu'ils ne voulaient plus vivre avec papa et maman. Hein. Il faut être, c'est simple, hein, voilà. Hein. Et pour les parents, c'était très dur de revivre ça. Pour les plus aînés, pour les plus anciens, pour les seniors et les plus âgés, c'était un petit peu différent. Parce que bien sûr, le modèle de famille tel qu'il existe en Inde n'est pas le même, hein, en France. Nous, nos seniors, la problématique qui s'est posée pour eux, c'est la prise en charge dans les établissements spécialisés pour les personnes âgées, puisque, comme vous le savez, bon, en France,
quand on a des moyens suffisants, eh bien, les personnes âgées quittent le domicile pour être mises quand elles n'ont plus l'autonomie nécessaire pour vivre seules ou quand elles n'ont plus les moyens, elles vont vivre dans des maisons de retraite, dans ce qu'on appelle aussi des établissements publics hospitaliers pour la dépendance, des EHPAD, hein, dans lesquels on va mettre la famille. Et là, ça a été très compliqué, ça a été très dur pour les familles, puisque ces personnes-là ont été isolées. Les familles n'avaient pas le droit d'aller leur rendre visite parce que ça pouvait les contaminer. Et donc ça a été très dur. Il y a eu beaucoup de cas, de reportages sur des familles qui se faisaient coucou depuis la rue jusque Ouais. dans le bâtiment parce qu'on ne pouvait pas voir nos aînés, on ne pouvait pas voir les anciens. Et il y a eu pire que ça, puisqu'on n'a pas pu, pour certains, les enterrer dignement, hein, puisque les enterrements étaient interdits, étaient réservés à quelques personnes, et voire certains n'ont pas pu avoir accès du tout, n'ont pas pu rendre visite à des personnes qui étaient mourantes. Et ça a été vraiment, ça oblige la France à être dans une position de résilience, hein, c'est-à-dire voilà, d'accepter des choses qui sont inacceptables d'un certain point de vue. D'accord. Merci pour ta réponse. Il y a une autre question, c'est que cela porte sur revenu solidarité actif Oui, dont, tu viens de mentionner. Donc, tu as dit que c'est le ministère du Travail, Madame Elisabeth, Borne, oui, c'est elle oui. qui a pensé à cet accès aux ressources minimum. Et ça doit être donné à partir de 25 ans, t'as dit. Oui, alors c'est-à-dire qu'actuellement, le dispositif qui existe, c'est un vieux dispositif. Ça existe en France depuis 1988. C'est ce D'accord. qu'on appelait le revenu minimum d'insertion, le REMI, hein, le revenu Oui, oui, minimum ça d'insertion. s'appelle Rémi, oui. Voilà, voilà. Hein, et donc, c'est devenu le RSA, donc revenu social d'activité. Et donc, un certain nombre, en particulier de la gauche, ont dit, dans la crise, il faudrait pas le réserver aux 25 ans, mais le proposer à ceux qui ont 18 ans pour qu'ils aient environ 500 euros par mois pour vivre dans la situation d'urgence. Et il y a même une proposition qui est une proposition qui a été plus loin, c'est l'idée qui est une idée qui avait été portée par un candidat de gauche, lors Benoît Hamon du Parti socialiste, lors des dernières présidentielles, qui est une idée pour un revenu universel. C'est-à-dire que quand on a 18 ans, l'État donne à tout le monde une même somme d'argent qui lui permet tout au long de sa vie d'avoir des phases d'activité, des phases de formation, etc. Et donc là, c'était une idée qui est inspirée de modèles d'Europe du Nord, hein, et qui avait été proposée, mais qui était vraiment en décalage avec la France et qui finalement n'avait pas retenu l'attention, et Benoît Hamon n'a pas fait un bon score aux dernières élections. Et bien là, à la faveur de la crise, cette idée, puisqu'on a dit on change de société, regardez, il faut prendre en considération ce qui est en train de se passer, cette idée a été reproposée, y compris certains à droite, des députés de la droite l'ont repris sous une autre forme, mais bon, pour l'instant, elle n'a même pas été à l'agenda politique, alors qu'il y a eu des échanges au Parlement sur la possibilité de donner le RSA aux jeunes des 18 ans. D'accord. Donc, la dernière question plutôt, peut-être, hein, je ne sais pas, parce qu'on a dépassé là. Quelle est la situation actuelle des jeunes écoliers? Euh, Alors, je pense que tu as déjà traité un peu des alors, écoliers. Bah alors, ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre en France, c'est que donc on a été touché en France à partir du mois de mars. Le premier confinement date de l'an dernier, il y a un an, où il y a eu un premier confinement qui a été ce qu'on appelle un confinement strict, c'est-à-dire que là, on ne pouvait pas, on était chez soi, on ne pouvait pas aller travailler, on ne pouvait pas aller étudier, voilà. Donc de mars jusqu'à mai, je ne sais plus la date exacte, les gens sont restés chez eux strictement confinés. Et puis il y a eu l'été, hein, chez nous, donc l'été, donc à partir juin, juillet, août, septembre, où on a repris des activités normales. On a fait une rentrée à peu près normale,
à l'école, à l'université, etc. L'idée des pouvoirs publics en France, qui reste l'idée principale, c'est que, et ça a été relayé par des analyses de l'UNESCO, c'est que la catastrophe, la pire des catastrophes, c'est la catastrophe scolaire et qu'il ne faut pas déscolariser les jeunes. C'est le pire. Là, pour le coup, si on déscolarise massivement les jeunes, là, il y aura un impact très fort de la crise et durable. Donc, ça a été rappelé au niveau mondial, mais c'est vrai pour la France. Donc, même si ça a été compliqué, le plus possible, les écoles, il y a eu des protocoles pour accueillir les jeunes. Et moi, j'ai ma fille, par exemple, qui est au lycée depuis septembre. Elle a fait tous ses cours en présentiel. C'est un peu une exception, hein, mais elle a fait tous ses cours. La plupart des établissements ont fait des cours à distance et des cours en présence, un petit peu sur le modèle de l'université où on est censé accueillir les élèves, au moins les étudiants, une fois par semaine. Et donc, il y a eu, à partir de novembre, un deuxième confinement où le gouvernement est revenu sur un certain nombre de mesures qui ont duré jusqu'à la fin de l'année. Et puis là, jusqu'au début de l'année 2021, et puis là, depuis quelques semaines, nous sommes dans un troisième confinement dans lequel les écoles, là, c'est pour répondre directement à la question, il y a les vacances actuellement, les vacances dites de printemps ou de Pâques, hein, en France, qui durent 2 semaines. Eh bien, pendant 2 semaines, normalement, la France est découpée en 3 zones pour prendre les vacances. Là, le gouvernement a regroupé tout le monde sur les mêmes 2 semaines et a demandé que la semaine précédant les vacances et la semaine qui suit les vacances, les écoliers travaillent à distance. Et l'idée, c'est qu'à partir pour mai et juin, les écoles puissent à nouveau accueillir des écoliers. Mais donc l'idée générale à retenir, c'est que la France a fait tout son possible pour ne pas déscolariser. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en France, l'idée, c'est que si on rate l'école, eh ben, il n'y a pas beaucoup de deuxième chance. Donc, il faut vraiment tout faire pour que les jeunes aillent à l'école. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Donc, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui demande, mais c'est un peu générique quand même la question. Est-ce que la crise de Covid-19 aggrave le chômage des jeunes Français? Enfin, Oui, elle va l'aggraver. Alors, le gouvernement a pris la phrase qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la phrase qu'a prononcée Emmanuel Macron lors du premier confinement, c'est quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ça veut dire peu importe combien va nous coûter la crise, il faut se donner les mesures pour la surpasser, la dépasser. Et donc les mesures, c'est que l'État français a été très interventionniste pour donner des aides d'urgence à l'ensemble des entreprises. Je prenais un exemple, par exemple, hier, dans les informations, le gouvernement a permis, pour préparer l'été, que des entreprises embauchent des jeunes, même si aujourd'hui ils ne peuvent pas travailler parce qu'on est confiné, mais dans les employés et de leur donner le chômage partiel, de les mettre tout de suite au chômage, c'est-à-dire que le patron, il peut faire l'emploi, le patron, en même temps qu'il fait l'emploi, il le déclare au chômage parce qu'actuellement, il n'a pas d'activité. Mais ça permet à la personne de se projeter par rapport à l'été et d'être sûr qu'à l'été, quand on va déconfiner, cette personne, elle pourra avoir de l'argent. Donc, l'ensemble des secteurs d'activité en France a été aidé par l'État, ce qui a creusé les déficits publics de manière considérable, mais c'est aussi la politique européenne, hein, puisque l'Europe, globalement, a aussi décidé d'en passer par cette aide exceptionnelle, un endettement public exceptionnel, pour permettre de sauver des activités, de sauver les vies qui vont avec ces activités. d'accord. Merci beaucoup, donc, Ludovic. C'était très, très intéressant. Et en fait, il y a, donc, cela nous a beaucoup informés sur la situation de Covid en France, hein. Merci beaucoup pour ton intervention. Avec plaisir, Dipa. Et bon, mais prenez soin, vous tous et toutes, hein. Je sais que la situation est très compliquée en Inde, donc vraiment, C'est pas compliqué, hein.
Ça nous fait peur, hein, à chacun. Faites attention à vous et j'espère à bientôt pour pouvoir se voir en présence. Oh oui, on va organiser quelque chose, hein, encore. Voilà. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir.